Bien, bonjour tout le monde. Écoutez, le gouvernement de Mark Carney n'a pas été élu sur des représentations à l'effet qu'il allait déployer tous azimuts la plus agressive politique pro-pétrole de l'histoire du Canada. Il n'a pas été élu en disant qu'il allait modifier les fondements des relations internationales du Canada pour renoncer à des valeurs qui ne sont pas que des valeurs canadiennes ou québécoises, mais bien des valeurs humaines très consensuelles, peut-être pas à l'échelle planétaire, mais assurément à l'échelle du monde libre. Il n'a pas été élu en transformant la politique de relations internationales pour aller fréquenter les régimes les moins fréquentables au monde, sous prétexte, dit-il, de développer de nouvelles relations internationales commerciales dont on ne verra pas les effets avant que Donald Trump ne soit plus président des États-Unis, nommément les Émirats arabes unis, qui sont un régime totalitaire, une pétromonarchie sexiste et liée à des exactions en termes de droits de la personne au Soudan sans bon sens. Nommément la Chine, dont il refuse de soutenir un projet de loi que nous avons déposé qui garantirait, j'avais 20 de ces députés la semaine passée dans une assemblée avec les Ouïghours, ils ont eu l'air peut-être un petit peu fous, ils disent « OK, c'est le fun, vous êtes d'accord pour qu'on agisse contre le travail forcé ou contre l'esclavage des enfants? Bien, faites adopter notre projet de loi. » Mais la politique, à l'heure actuelle, c'est d'aller frayer avec le régime chinois, avec tout ce qu'on en connaît. Il n'a pas été élu avec pour mandat de ne pas agir sur la crise commerciale ou d'échouer, de ne pas agir sur la crise tarifaire ou d'échouer, et de déployer en lieu et place une politique pétrolière qui prend l'argent, notamment des Québécois, pour l'envoyer dans l'Ouest en suspendant toute espèce de règles législatives ou réglementaires pour faciliter le passage des projets. Il n'a pas été élu pour transformer le Canada encore davantage en pétromonarchie et entretenir des légendes, sinon de francs mensonges quant à l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour les Québécois là-dedans. Je vous répète qu'il n'y en a pas. On dit aux gens, oubliez les enjeux environnementaux, ça n'existe plus. Regardez bien le pendule, ça n'existe plus. Or, on paye pour l'adaptation au changement climatique, la réparation des catastrophes climatiques. Montréal a même été la ville la plus polluée au monde 2 fois dans les récentes années. Mais ça ne coûte rien, c'est pas grave. On n'envoie pas à peu près 20 de sommes d'à peu près 10 milliards par année dans l'Ouest canadien en crédit d'impôt pour le pétrole. Ça, c'est plus que la totalité de la prétention de l'Alberta de l'argent qu'ils enverraient au Québec, qui est à peu près 1,6 milliard par année. Vous savez, il n'a pas été élu pour rien de ça. Et là, aujourd'hui, il est confronté à un nœud gordien. J'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que soit il ne réussit pas à imposer un autre oléoduc à travers la Colombie-Britannique. Si tel est le cas, il y a un échec dans son échec. C'est comme les poupées russes de l'échec. Et s'il réussit, les Québécois vont devoir se dire « Oh, un instant, s'il peut passer de force un oléoduc à travers la Colombie-Britannique, qu'est-ce qui nous attend compte tenu des fantasmes comparables qui pourraient se manifester sur le territoire québécois avec comme point commun de ne pas avoir de véritables promoteurs privés. » Oh, rappelez-vous, il arrive justement des Émirats arabes unis. Vous voyez qu'il se passe quelque chose qui va contribuer, nonobstant la crise commerciale avec les États-Unis, à exploiter les ressources en hydrocarbures de l'Ouest canadien, mettant beaucoup d'argent dans les poches des actionnaires de ces entreprises-là. Et en passant, le premier projet qui a été solidement évoqué, c'est Keystone XL. On est loin de l'alternative aux États-Unis parce que Keystone XL rentre aux États-Unis. Et là, on a un autre projet qui se manifeste, qui va bénéficier aux mêmes actionnaires. Et 60 des actionnaires des pétrolières canadiennes sont des Américains. Il y a tellement d'incohérences que derrière un discours flagorneur et superficiel comme on l'a en Chambre, c'est un plan pétrolier qui se déploie. Vous savez, on a vu récemment qu'un premier ministre canadien peut dire à un de ses ministres « Passe-le-en une vite, envoie les dossiers d'immigration, on va tricher. » Est-ce qu'on a un autre premier ministre libéral canadien qui va dire à ses ministres
Vous pouvez tricher sur le dos du Québec, vous pouvez leur faire croire ce que vous voulez. Nous allons déployer une politique pétrolière. Il y a des gens qui vont s'en mettre plein les poches, notamment Brookfield, notamment moi-même, le premier ministre du Canada. C'est pas banal, il va falloir commencer à secouer le cocotier un peu. Reconnaissez-vous que M. Carney s'est fait élire en promettant de faire du Canada une superpuissance énergétique? Et d'autre part, êtes-vous rassuré par le fait qu'il semble vouloir donner une espèce de droit de veto à la Colombie-Britannique? Bien, ça veut dire le piège britanno-colombien. Et celui-ci, s'il réussit à le passer, c'est à travers ou contre la volonté des autorités actuelles de Colombie-Britannique. Il y a du monde qui ne sont pas très contents. Et je ne voudrais pas gérer son caucus. Le nôtre va très bien. Et s'il réussit pas à le faire, bien, c'est un échec de plus. Et si on veut, moi, j'en ai une politique énergétique extraordinaire à proposer, mais elle est québécoise. L'énergie québécoise est une énergie renouvelable qui crée autant de richesses, sinon davantage de richesses pour le Québec que le pétrole ne peut en créer pour le Canada. C'est une énergie responsable, c'est une énergie dont le marché est naturel. Le Nord-Est américain, en passant, le Nord-Est américain est démocrate. Moi, je pense qu'on doit garder notre argent, développer notre modèle. On est même rendu à un gouvernement fédéral qui, techniquement, désavoue les cibles en climat, 24 heures après avoir promis à Mme May qu'elle allait les respecter, sabre dans ce qui soutient le transport électrique, tant et si bien que les acheteurs de voitures finissent par se dire « il y a tellement de désaveu de la filière électrique que est-ce que je ne vais pas plutôt rester ou retourner vers les véhicules à essence », privant, affaiblissant l'économie du Québec qui, malgré certaines mauvaises décisions que moi je ne nie pas parce que la pire était dans ma circonscription, reste que le Québec est un haut lieu du transport électrique et qu'on est en train d'étouffer carrément ce secteur-là. Et c'est aussi des emplois à forte valeur ajoutée avec un potentiel d'avenir. Oui, mais la question, M. Blanchet, c'est pourquoi dites-vous que M. Carney s'apprête à en passer une petite ville à Colombie-Britannique et donc peut-être au Québec, alors qu'il n'arrête pas de répéter, lui et son cabinet, il faudra l'approbation du gouvernement de la Colombie-Britannique? Bien, on ne se contredit pas. Soit il l'a, soit il ne l'a pas. En quoi c'est une petite vite si jamais le pipeline se construit avec l'appui de la Colombie-Britannique? C'est une petite vite? Exercice de confusion. Oui, oui. La petite vite, c'est d'avoir été élu sous la représentation de régler la crise tarifaire et la crise commerciale, dont il ne s'occupe pas, et même volontairement ou pas, il met de l'huile sur le feu. Dire au moment où tu ne réussis même pas à avoir un retour d'appel du président américain, « Hey, tu n'y as pas parlé? Who cares? » Je comprends qu'il a fait un peu amende honorabière, mais c'est d'une irresponsabilité complète. Généralement, vous êtes contre le pipeline en Colombie-Britannique. Non, mais c'est parce que... Je vais la finir en plus, la réponse. Mais c'est pas clair. Excusez, vous avez l'air de dire qu'on va passer le pipeline malgré l'appui de la Colombie-Britannique, alors que le gouvernement n'arrête pas de dire « il faudra l'appui de la Colombie-Britannique ». Bon, c'était pas ça, la petite vite. Est-ce que je peux répondre à la question? Vous me dites si ça vous dérange. Vous me le dites si ça vous dérange. Donc, la petite vite, c'est d'avoir été élu sur des représentations qui ne sont pas respectées et qui prennent l'argent des Québécois et qui l'envoient dans l'Ouest canadien pour le développement pétrolier. Et comme j'ai répondu à votre estimé collègue, soit il réussit pas en Colombie-Britannique. S'il réussit pas, c'est un échec de plus parce qu'il ne peut pas sortir le pétrole de l'Ouest par la côte ouest davantage, un échec qu'il devra expliquer à son monde. Et s'il réussit, il va devoir gérer son caucus, gérer les environnementalistes, gérer la Colombie-Britannique, gérer ses sièges à Colombie-Britannique. Là, il y a un sacré problème. C'est pas ça, la petite vite. La petite vite, c'est d'être élu en disant quelque chose et faire autre chose en toute connaissance de cause et dans le plus grand irrespect pour les engagements électoraux qui ont été les siens et qui n'ont pas commencé à avancer d'un iota. Sur le droit de veto de la Colombie-Britannique, M. Carney a dit en chambre hier, c'était le fédéralisme coopératif, de donner aux provinces le droit de dire non. Vous êtes pour ça, le fédéralisme coopératif? Je suis contre le fédéralisme en général. Je crois assez peu à la notion de coopération quand elle vient du fédéral. Et je vous rappellerai, au nom de notre grande naïveté collective, que C5 et d'autres mesures réglementaires donnent autorité au ministre du gouvernement Carney pour faire fi des règles et des démarches législatives de l'État fédéral en vue de faire avancer leur projet, quel qu'il soit. Donc, on dit une affaire d'un côté de la bouche, nous allons vous respecter, et de l'autre côté de la bouche, on vous donne les outils, vous, ministre du gouvernement Carney, pour faire fi des juridictions.
avec des références, d'ailleurs, plus ou moins fines, à la Constitution canadienne qui dit qu'en cas de situation qui le justifie, le fédéral a le droit de passer par-dessus les juridictions des provinces pour réaliser ce que lui jugera opportun. Qu'est-ce que vous pensez de l'aide là, que le gouvernement veut offrir au secteur de l'acier et du bois d'œuvre? On comprend, selon les informations qui ont fuité, qu'il n'y a pas de plan de sauvetage. Je vais répondre avec une certaine prudence. D'abord, pour ce qui est de l'acier, meilleur pour l'Ontario que pour le Québec, mais on ne peut pas être contre favoriser l'acier québécois et canadien au détriment de l'acier d'ailleurs au monde que les États-Unis, mais comprenons bien que l'essentiel de l'acier que le Canada importe vient des États-Unis. Sur la forêt, le gouvernement a déjà mis en place un programme de prêts garantis de 700 millions de dollars auquel, en passant, à peu près personne n'a recouru parce que ça ne correspond pas aux besoins de l'industrie qui l'a dit. Et, raison de plus que ce soit difficile, la mise en œuvre, la mise en place de ce que ça prend pour avoir accès à ces 700 millions de dollars-là n'a pas été fait. Les entreprises, en général, n'ont pas besoin d'accès à du crédit, elles ont accès à du crédit. Et là, il parle aussi de favoriser le transport ferroviaire et de subventionner ça, ce qui est une dépense de l'État. Le milieu forestier québécois a proposé une mesure de rachat des droits compensatoires qui, à terme, ne coûte rien aux contribuables, ne coûte rien à l'État canadien et fait en sorte que les entreprises disent « Nous pouvons reprendre notre niveau d'emploi et de production et d'exportation pré-crise tarifaire ». Ça ne coûte rien à l'État. Il achète un actif qu'il a la possibilité de revendre comme actif. Les institutions financières reconnaissent le procédé et plutôt que de mettre en place quelque chose qui marche, ils s'obstinent à perpétuer quelque chose qui ne marche pas. Ça aura la vertu de ne pas coûter cher. Les entreprises n'y ont pas recours. L'entreprise qui aurait pu y avoir recours au Québec, qui en avait besoin parce qu'il y avait fermeture, il n'y a pas accès. Donc, non, ce n'est pas des mesures qui sont très enthousiasmantes. Quand le milieu lui-même fait des propositions, j'ai envie de dire à M. Carney, faites avec le Bloc, comme vous faites avec les conservateurs. Prenez nos idées, réalisez-les, puis faites semblant que c'est les vôtres. M. Blanchet, est-ce que vous avez expliqué votre position à propos du pipeline en anglais? You're talking about BC will be upset. His caucus, the environmentalists in his caucus will be upset if he pushes for a pipeline. What about Alberta? Take a break. Right at the I'll take an invitation. Think of the answer. What should he be doing? Oh, he shouldn't be selling the idea that the future of Canada is in oil and gas. It should be considered as being in energetic transition. He has a problem which has been described by many analysts. If he succeeds having a pipeline through British Columbia, it has to go through a veto. So that could be quite a challenge. And he would have a challenge within his own caucus because a lot of those people have been under Mr. Trudeau's as Prime Minister. And if he does not succeed, it's one more failure, a failure within a failure within a failure for this government, which has been elected pretending things which he did not even begin achieving. So people will have to start seriously if they have been misled in the campaign. A lot of pressure from Alberta, obviously. I'm sorry? J'ai une question sur les liens. Je vais juste finir. He's getting a lot of pressure from Alberta, obviously. Yeah, but don't promise things that you cannot deliver or that you should not deliver. That's what politics should be all about. Merci beaucoup. Mais les liens entre Fessal El Khoury et la crise de